Ça va être mieux comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, je vous ai activé le chat, vous pouvez participer. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. En attendant, si vous avez des questions sur le précédent webinaire, n'hésitez pas, c'est le moment où on prend 2-3 minutes ensemble pour voir s'il y a des choses que vous voulez retravailler avant qu'on commence. Normalement, tout le monde peut voir dans le chat. Tout le monde peut participer dans le chat. Je vérifie en même temps avec le côté technique. Bon, c'est bien, ça se remplit. On est 8 maintenant. On va se laisser encore 1 minute. Et après, on va commencer. Vous allez voir, ça va être un peu dense. En attendant, je vous invite à prendre peut-être un petit papier, un petit crayon pour noter, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le dur. Et je vais vous faire une petite formation qu'on pourrait avoir dans une banque ou dans un hedge fund quand on est en stage, en fait. On va retravailler un petit peu tout ce qui est mathématiques financières. Ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes nul en maths, moi, j'étais pas très, très fort. J'ai dû beaucoup travailler pour avoir mon bac plus 6. Beaucoup, beaucoup. C'est très difficile. Et ben, je vais tout vous résumer avec des mots. Salut Eva. Eh ben, bienvenue. J'espère que ça te plaira. Allez, normalement, je pense qu'il y a tout le monde. Maintenant, on est 10. Alors, on va lancer. Hop, donc comme d'habitude, petit point sur les risques. Tout ce que vous verrez dans le webinaire, c'est à titre éducatif et indicatif et c'est pas des conseils en investissement. Alors, aujourd'hui, on va voir les indices. On va d'abord avoir cette petite présentation et ensuite, on va faire du trading directement sur les indices. Je me suis un petit peu entraîné aujourd'hui, donc normalement, ça devrait le faire. Donc, première chose, on va voir l'historique des indices, comment ils ont été créés, qu'est-ce qu'un indice, les différents modes de calcul, les avantages par rapport aux autres produits, les inconvénients, les risques spécifiques, et après, on passera aux questions. OK? Comme d'habitude, c'est interactif, donc si vous voulez participer, poser des questions et tout ça, n'hésitez pas. J'ai envie qu'on soit tous ensemble à faire ça et que ce soit le mieux pour que vous appreniez énormément de choses et surtout pour que vous ayez des stratégies qui vous font gagner de l'argent, hein. On va pas se mentir, on est clairement là pour améliorer nos performances, que ce soit en réduisant les pertes en les contrôlant mieux et en améliorant le côté gain. Et d'ailleurs, on fera un petit point juste après ce webinaire sur ce que je vous avais dit la semaine prochaine, parce que la semaine dernière, pour cette semaine, ça a super bien marché. Alors, historique des indices. Donc, le tout premier, c'est le Dow Jones, qui a été créé en 84, 1800. Et au début, il était juste calculé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le trader. Il n'y avait pas de place d'échange. C'était simplement un indicateur. Comme aujourd'hui, on pourrait avoir des indicateurs comme le CAC GR, qui est donc le CAC 40 Growth Return, qui n'est pas un produit qui se traite, mais qui regarde les 40 plus grosses actions françaises qui sont donc dans le CAC 40, dans lequel on rajoute les dividendes pour voir un petit peu quel aurait été le montant qu'on a si on a investi 1 000 € au début du CAC 40, donc en 89, à aujourd'hui, en gardant à chaque fois les dividendes. Voilà, c'est un petit exemple. Quand ça a été créé en 84 par Dow et Jones, deux journalistes américains, c'était tout simplement un indicateur qu'on mettait dans le journal. Et en 96, 1800 toujours, il s'est mis à être coté. C'est-à-dire qu'on avait le droit de le trader et qu'il y avait des contrats pour jouer sur la hausse ou la baisse de ce produit. Donc leur but, c'était de montrer la santé industrielle des États-Unis en additionnant les cours de bourse des plus grandes entreprises américaines. Et c'est en 1987 qui devient vraiment tradable, parce que en gros, c'est à partir de la 87, 88, 89, c'est là où les bourses deviennent
électronique, vraiment, et pas juste électronique en affichage électronique où on pouvait trader les produits, parce qu'il y a les tout premiers futurs. Et quand vous tradez des CFD, ce sont des dérivés des futurs. Même si on peut avoir des CFD qui sont basés sur le prix de l'indice, c'est vraiment le futur qui est le produit originel. OK? Je vais regarder s'il y a des questions. Il n'y en a pas, mais s'il y en a vraiment, vraiment n'hésitez pas. Alors, donc, comme on l'a vu, un indice, c'est l'addition de plusieurs cours d'actions dans le but de montrer la santé économique d'un pays. Comme le CAC 40, bah, du coup, ça va être la France. On a des actions très diverses, même s'il y a certaines pondérations qui sont plus élevées que d'autres, comme notamment le secteur bancaire, ou ça peut être d'un secteur comme le Nasdaq, ça va représenter le secteur technologique aux États-Unis. Comme on l'a vu tout à l'heure, en 87, les premiers dérivés sur indices sont créés par le CME, qui est le Chicago Mercantile Exchange, pour pouvoir trader les indices. Ils deviennent rapidement des instruments de couverture, c'est dans ce sens-là qu'ils ont été créés, de spéculation, et surtout, ils ont amélioré la liquidité des marchés financiers. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 100 fois plus de volume sur les dérivés indices que sur les actions en elles-mêmes. Là, c'est là où il ne faut pas hésiter à poser des questions, et surtout, n'ayez pas peur, ne quittez pas le webinaire. Ça, on va le voir de manière très simple, et ça va vous aider à comprendre pour créer des stratégies et peut-être comprendre pourquoi parfois vous avez du mal à comprendre pourquoi un indice réagit comme ça en fait. Vraiment, si vous ne comprenez pas, posez des questions parce que ça, c'est hyper important. Moi, je vous traite comme de vrais traders, c'est-à-dire que tous les webinaires qu'on fait ensemble, eh ben, c'est exactement la même chose que je ferais si je devais faire une formation dans un hedge fund et que j'avais des jeunes diplômés qui voudraient commencer à trader pour l'entreprise. Donc, le plus simple dans les modes de calcul, c'est le Dow Jones. Alors, je vais prendre mon petit pointeur laser. Voilà. Donc, ce symbole, ça veut dire somme des actions. Ce qui veut dire qu'on fait action plus action plus action plus action. Dans le Dow Jones, il y en a 30. Donc là, plutôt que d'écrire action 1 plus action 2 30 fois, on met somme des actions. Donc ça, on l'a vu, c'est toutes les actions qui sont listées dans cet indice qu'on met ensemble. Mais c'est pas fini. Il y a quelques petites subtilités en plus qui peuvent avoir des incidences hyper importantes. Ces actions-là, on va les mettre à la puissance des taux d'intérêt directeurs. Et les taux d'intérêt directeurs, en fait, normalement, c'est le taux sans risque. Mais le taux sans risque, aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Donc, il y a quelques années, ce n'était pas important parce que les taux étaient à zéro. Donc, cette valeur, elle valait zéro. Mais là, comme les taux montent, eh ben, cette valeur, elle a de plus en plus d'importance. Donc, notez bien, si vous avez du mal à comprendre le calcul, en tout cas, que dans tous les indices, je dis bien tous, parce qu'après on verra, il y a des particularités. Ça vaut pour tous. Les taux d'intérêt sont rajoutés dans le produit. OK? Donc, plus les taux montent, plus mon indice, toute chose égale par ailleurs, il va monter. Alors après, voilà, j'ai bien dit toute chose égale par ailleurs, parce que vous doutez bien, ça vous l'avez vu, c'est les premiers cours d'économie. Si vous avez les taux qui montent, les actions en général, elles baissent. OK? Mais il faut bien noter qu'on a les taux d'intérêt directeurs dedans. Ensuite, on va enlever à ces taux d'intérêt directeurs les dividendes qui vont être distribués. Si par exemple, on a souvent les périodes de dividendes, c'est de mai à juillet et un petit peu décembre. Sinon, les autres mois, il n'y a pratiquement rien. Eh bien, on va enlever le nombre de points de dividendes qui vont être distribués dans ce mois-là. Par exemple, si on va reprendre l'exemple du CAC 40, si le CAC 40 il vaut 5000 et que on va donner 80 points de dividendes. Alors, ces 80 points, c'est une conversion, c'est-à-dire qu'on va toucher des euros, en général quelques euros, quelques centimes par action. Ces euros-là, ces centimes, on les convertit en équivalent points sur l'indice. Et en général, au mois de juin et de mai, c'est à peu près 80 points de dividendes. Mais ça peut changer tout le temps, en fait. Parce que les dividendes, ils vont dépendre de la santé économique.
OK, donc vous avez bien compris. On ajoute les taux d'intérêt, on retire les dividendes. Mais ça, vous voyez qu'au-dessus, il y a encore une puissance à cette puissance. Et ça, c'est le temps restant à échéance. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des 3 sorcières, des 4 sorcières. C'est en fait quand les contrats à terme sur indice arrivent à échéance. Donc, les grandes dates, c'est septembre, c'est décembre, c'est mars, c'est juin, qui sont les grandes dates des contrats. En France, les contrats sont traités tous les mois, mais dans tous les autres pays, c'est tous les 3 mois. Et donc, moins il reste de temps, plus cette valeur va être nulle. Parce que si on fait une puissance d'un truc qui vaut 0, bah, ça fait 0. OK? Donc, ce qu'on va avoir, dans notre cas, on n'a pas de dividende. Eh ben, on va avoir notre indice futur qui va être plus élevé que notre indice cash. OK? Parce qu'il n'y a pas de dividende ce mois-ci. On va dire, par exemple, c'est le mois de mars, il n'y a pas de dividende. Donc, enfin, très, très peu. Ce qu'on va rajouter, c'est les taux d'intérêt. Et on fait moins de dividendes, il n'y en a pas. Et ben, vous allez voir que plus le temps va passer, plus le futur et le cash vont se rejoindre. Tout simplement parce que le temps restant à échéance, il va tendre vers 0, puisqu'on va arriver à la date fatidique. Et donc, les produits vont se rapprocher. Donc ça peut déjà nous donner des idées de trading. De même, avec les dividendes, alors ça peut arriver qu'il y ait un mois avec des gros dividendes, si les taux d'intérêt sont hyper importants, qu'on soit quand même au-dessus. Hein. Mais là, on va dire qu'on reprend les marchés dans lesquels on était il y a un an, avec des taux d'intérêt à 0. Eh bien, on va avoir notre cash, donc notre indice, le CAC 40 classique, qui est coté, qu'on ne peut pas traiter. Vous pouvez trader en CFD, mais la vraie base de là où les traders pro vont aller sont sur le futur. Vous avez de la chance que sur IronFX, vous avez le futur aussi, le futur en CFD. Mais vous pouvez trader le cash, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est l'implication et comment les produits fonctionnent. Eh bien, on va avoir nos dividendes qui sont en V, donc on va dire 80 points. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus on va tendre vers 0. OK? Donc, un des arbitrages qu'on peut faire, on peut remarquer, on met, vous vous souvenez, dans la petite liste qu'on a travaillé sur le webinaire dernier, si on est sur une journée qui va distribuer beaucoup de dividendes, nos indices, ils ont mathématiquement plus de chances de monter. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter à chaque fois. Ça veut dire que si on est sur une journée où on a des news, qu'on sait qu'elles vont être positives, qu'on a un trend dossier, tout ça, eh ben on le met ça dans notre petite case plus et ça va intensifier la hausse. OK. Inversement, si on est dans une phase baissière, bah, peut-être qu'on va prendre nos profits un petit peu au-dessus des niveaux. Vous voyez, c'est comme ça en fait qu'il faut travailler. Pourquoi parfois le double top, il n'est pas parfait? Bah, c'est avec ces petites incidences que déjà, on peut améliorer en se disant aujourd'hui, je sais pas, je le sens très haussier, les news sont super bonnes, des dividendes vont être distribués. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un trend dossier, on a des bonnes bougies, on a du volume. Et ben, je vais aller chercher des profits un petit peu plus haut. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vous laisse 30 secondes pour les poser, puis sinon on passe au prochain qui est le DAX. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que les professionnels travaillent. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que ça doit être clair, donc je suis très content. Je suis très, très content si c'est clair pour vous. Du coup, là, après, on passe à un produit qui est un petit peu plus compliqué, c'est le DAX. Le DAX, il va pondérer ses actions. Vous voyez la pondération, puissance moins 1. Ce qui veut dire que chaque action, elle a un poids différent. Par exemple, si vous avez une action qui a une capitalisation qui est plus grosse qu'une autre, prenant, on va prendre l'action A qui vaut 100 millions et l'action B qui vaut 10 millions. Eh bien, quand l'action A, elle va prendre plus 1%, elle va avoir 10 fois plus d'impact dans l'indice que quand l'action B prend 1%. Parce que c'est pondéré. Plus l'action
est grosse en termes de capitalisation. Donc, pour rappel, la capitalisation, prix de l'action fois le nombre d'actions. Et ça, on n'a pas ça dans le Dow Jones. Dans le Dow Jones, si c'est Apple qui explose, donc qui est la plus grosse action du monde, bah, ça aura le même impact que si c'est Intel, qui est une action un petit peu plus petite du Dow. OK? Donc là, le DAX, voilà. Autre idée qu'on peut avoir, c'est si on voit que le DAX, qui est un petit peu plus pondéré avec des actions industrielles, eh bien, on voit que le marché de l'industriel, il marche bien. Ça, on peut le voir avec le calendrier économique qu'on a vu dans le webinaire précédent. Je vous invite à aller revoir en replay si vous ne comprenez pas tout ce qu'on dit. Eh ben, on va peut-être se dire, tiens, en ce moment, le secteur industriel global mondial marche mieux. Bah, je vais peut-être préférer acheter du DAX que du CAC 40. Et c'est comme ça, en fait, après qu'on fait nos petits arbitrages. Pourquoi on va préférer un indice plutôt qu'un autre? Eh ben, peut-être parce qu'il est surpondéré dans un secteur qui fonctionne mieux en ce moment. Pareil, si vous croyez au secteur bancaire en ce moment, eh ben, il vaut mieux aller sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est très pondéré en bancaire. OK? C'est bon là pour la pondération? Il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas si vous voulez en poser. Ensuite, on rajoute les taux d'intérêt. Donc ça ne change pas du Dow Jones. Par contre, dans le DAX, on rajoute les dividendes. Et c'est là que c'est très fort. C'est que le DAX, il est en dividendes réinvestis. Et c'est l'un des seuls indices au monde à le faire. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais comparer le DAX au CAC 40, par exemple, parce que, vous le verrez après, tous les autres indices, ils ne rajoutent pas les dividendes. Donc, un point intéressant, c'est que si on pense qu'on va être sur une année qui va bien fonctionner, où il va y avoir beaucoup de dividendes et qu'on veut jouer long terme, parce qu'à court terme, ça change pratiquement rien. Long terme, eh ben, on va préférer acheter du DAX plutôt qu'un autre. Tout simplement parce que dans le DAX, on a les dividendes qui sont inclus. Et ça, c'est cadeau. Ça va dans la poche directe. Alors, on ne va pas les toucher comme des dividendes sur action, ils vont être directement mis dans l'indice. C'est-à-dire que si l'indice il vaut 10 000 et qu'aujourd'hui on va distribuer 10 points de dividendes, il bouge, on dit qu'il clôture pareil à 10 000, et ben à l'ouverture précédente, il vaudra 10 010. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et toujours du temps restant à échéance. C'est-à-dire que ces valeurs vont tendre vers zéro. Sauf pour les dividendes qui sont mis du coup de façon indéfinie dans l'indice. OK? Et donc pour tous les autres indices, que ce soit le CAC 40, le SP500, l'Eurostoxx, le Nikkei, tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Les actions sont pondérées. On rajoute les taux d'intérêt, mais on n'oublie pas en fonction du temps restant à échéance. Et on enlève les dividendes en fonction du temps restant à échéance. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous laisse vraiment Allez, 30 secondes. Ah, je vois qu'il y a une question. SVP, j'ai pas bien compris pourquoi on ajoute les dividendes spécialement dans le DAX. Eh ben parce qu'ils l'ont décidé. En fait, il n'y a pas à comprendre, c'est juste qu'ils ont décidé de construire le produit comme ça, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gian? Voilà. Ils ont décidé que c'était comme ça. Et pourquoi nous, on les enlève? Parce que c'est comme ça, c'est dommage. De même, si on a une stratégie de vente, peut-être qu'on va préférer vendre autre chose sur très long terme. C'est-à-dire si vous avez une stratégie de vente sur 6 mois, 1 an. Et 6 mois qui sont dans la période de dividendes. Parce que si vous vendez en septembre, il y a tellement peu de dividendes qui vont être distribués sur les 6 prochains mois que ça ne changera rien. Il vaut mieux vendre un indice qui n'inclut pas les dividendes. Du coup. C'est juste mathématique. OK. Alors maintenant, on va voir les avantages par rapport aux autres produits. Donc, de par leurs différents modes de calcul, plusieurs stratégies sont différentes en fonction de l'impact des dividendes et des taux d'intérêt. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Il y a une meilleure liquidité que sur action et il y a un lissage des performances pour ceux qui sont pondérés. Et ben en fait, quand on achète un indice, sans demander souvent l'adage, on ne met pas les œufs dans le même panier, on achète 30, 40, 50, même parfois 100 actions. Et il y a des petits et des gros indices.
Ensuite, oui, ils peuvent être corrélés aux devises, aux matières premières et aux taux, ça va dépendre de leur spécialisation. Et les horaires de cotation sont quand même les plus cool parce que en Europe, ça va coter de 9h à 17h35 pour le cash, attention, mais sur le futur, ça va coter de 8h à 22h. Et aux États-Unis, ça cote en continu. Et en Asie, pareil. Il y a des petites pauses, mais dans l'idée, ça cote tout le temps. Donc, un des trucs qui est bien, c'est que au moins, on peut prendre des pauses sur les indices, même si de plus en plus, ils veulent coter ça en 24-24. Notamment le DAX qui maintenant cote la nuit, alors qu'avant, il ne cotait pas, il y a quelques années, il ne cotait pas la nuit. Du coup, les inconvénients des indices, c'est comme il y a une clôture, il peut y avoir des gaps. Donc, quand on garde nos positions overnight, il faut faire gaffe au fait que le produit peut rouvrir à 100 points qui ne sont pas dans notre sens, quoi. Tous les 6 mois, le Conseil de sécurité révise les compositions des indices, c'est-à-dire qu'ils vont enlever des actions qui sont mauvaises et rajouter des actions qui sont bonnes. En général, ils font un peu n'importe quoi. C'est pour ça que les indices tirent un peu la gueule, si je puis me permettre l'expression, parce qu'en fait, ils vont rajouter des actions qui sont plus hauts et ils vont enlever des actions qui sont plus bas qu'ils avaient rajoutées quand elles étaient au plus haut. C'est très, très fort ce qu'ils font dans le CAC 40. Donc, c'est ça qui peine un petit peu les indices, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus forts pour ça. Et après, il y a la corrélation. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit, ça se rapproche et ça se détend en fonction de quelle échéance on travaille. Ça, c'est un petit peu difficile à maîtriser. Et de même, un des trucs qu'on peut regarder, c'est est-ce que la pression, elle est sur les actions, sur les indices. Si on est dans une période où la pression est sur les actions, c'est-à-dire qu'il y a plus de volume qui est fait sur les actions par rapport à leur moyenne que sur les futurs. Comme je vous disais, il y a 100 fois plus de volume sur futurs que sur actions. Mais imaginons qu'il y ait 10% de volume supplémentaire sur les actions et il n'y a pas 10% de volume supplémentaire sur les futurs. Ça veut dire que c'est les actions qui drivent le marché. Donc, on préférera regarder le graphique du cash. Quand je vous dis le cash, c'est le CAC 40 normal et pas le CAC 40 futur. Et vous avez les deux sur IronFX. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, ça, je vous invite toujours à regarder les volumes. Si les volumes sont plus importants, toujours par rapport à leur moyenne sur les actions, on regarde le graphique du cash. C'est-à-dire que les niveaux vont mieux marcher sur celui du cash, qui n'est pas exactement le même graphique. Quasiment le même, mais pas exactement. S'il y a plus de volume sur futur, on regardera celui du futur. En général, le graphique du futur est quand même mieux. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou on est bon? Je vous laisse une vingtaine de secondes. Vraiment, j'ai envie que ce soit bien compris parce que je sais que c'est des notions qui sont difficiles. De toute façon, il y aura un replay, donc n'hésitez pas à le regarder en replay par la suite parce que c'est pas des trucs qu'on apprend comme ça en 1 heure, hein. Ça prend quelques semaines. On travaille avec des stagiaires. OK, pas de questions. Très bien. Et donc, les risques spécifiques aux indices, c'est les gaps puisque tous les autres produits cotent en continu. Alors, dans les indices, on met des actions aussi, hein. Donc ça, il faut faire super gaffe parce que si on a notre indice qui clôture à 10 000, par exemple, qu'on a mis notre stop loss, comme on le fait toujours, bien sûr, toujours on met notre stop loss, comme j'ai dit dans le précédent webinaire, autant on n'est pas toujours obligé de mettre un take profit quand on travaille sur très long terme parce que c'est difficile de savoir quel objectif on va avoir. Autant, il faut jamais ne pas mettre de stop loss. Jamais. En fait, il n'y a pas de cas où on ne met pas de stop loss. Ça n'existe pas. Il faut vraiment pas. Eh bien, on met notre stop loss, on va dire, c'est énorme comme stop loss, mais on va dire à 1000 points, c'est pour faire des chiffres justes. On met notre stop loss à 9000. Eh bien, si il se passe un truc de fou, comme par exemple quand il y avait eu sur Fukushima, tous les marchés, ils avaient ouvert à moins 30%. Et ben là, ça ferait que le marché, il ouvre à 7000 sur notre indice. Et ben notre stop loss à 9000, il va être exécuté à 7000. Et là, on peut avoir une perte supérieure à notre capital. Pour ça, de toute façon, je préfère quand même travailler en day trading ou en scalping, parce que comme ça, au moins, les gaps, c'est pas notre affaire. Ou alors, on peut travailler comme ça c'est ce que je fais sur les cryptos notamment.
On peut travailler sur le long terme et donc sur le crypto, ça cote tout le temps, donc il n'y a pas de gap. Mais on va dire que quand je dors, je fais pas forcément attention. Eh bien, là, je peux me permettre de supporter ces gaps, on va dire, pendant que je dors parce que je surveille pas tout le temps. Et parce que je suis pas en effet de levier. J'ai acheté mes cryptos, je suis en effet de levier 1. Je ne perdrai jamais plus que ce que j'ai investi. Au pire, la crypto, elle tombe à zéro. J'ai mis 10 000 euros. Elle tombe à zéro, j'ai perdu 10 000 euros. Que si j'avais mis du levier, elle tombe à zéro, bah, je peux perdre 20, 30 000, 50 000 euros. Il n'y a pas de limite. OK? Alors, j'en profite pour faire une petite page de pub. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et vous pouvez déjà noter le prochain webinaire jeudi 13 octobre, qui sera en fait la suite de celui-là, même si là, on va faire du trading, où là, on fera que du trading sur indice en direct. Et je vous donnerai tous mes outils, toutes mes astuces. Et on retravaillera aussi un peu comment préparer la séance de trading qu'on avait fait la semaine dernière, où là, on verra en application, même si là, on va aller faire de l'analyse juste après. Et en même temps, je vous partage mon LinkedIn. N'hésitez pas à scanner le QR code avec votre téléphone pour vous connecter sur LinkedIn. Je propose plein de contenus, toujours gratuits, euh, pour vous apprendre plein de choses sur les marchés. C'est notamment sur la crypto, mais vous pouvez appliquer des choses que je fais en crypto sur les indices ou sur n'importe quel produit, ça fonctionne. Il y aura toujours des spécificités, mais en attendant que vous ayez d'éventuelles questions, moi, je vais aller sur MT4. Pour qu'on puisse aller travailler un petit peu les produits. De même, là, on va trader, on va faire des indices en priorité parce que c'est le thème du jour. Mais moi, comme d'habitude, je suis là pour vous. Si vous voulez qu'on travaille comme l'autre fois, on avait travaillé le gold, le pétrole, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a juste le forex, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très très fort en forex. Pour même dire, je suis nul, quoi. Mais de toute façon, si vous voulez qu'on fasse des lives sur le forex, c'est bien sûr possible. Rien ne m'empêche de demander à un confrère qui est très fort de le faire à ma place. Ou on le fait ensemble. Ça j'ai aucun problème avec ça. Parce que je vais pas vous présenter quelque chose sur lequel, à chaque fois que j'en fais, je perds de l'argent. Du coup, j'en fais plus. Mais vous voyez, c'est pour ça aussi, s'il y a des produits avec lesquels vous n'avez pas d'affinité, ne vous forcez pas, hein. On ne vous demandera jamais, même en tant que professionnel, euh, d'être forcément sur un seul et même produit. Ça n'a pas de sens. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. En tout cas, ne soyez pas timide parce que c'est des notions qui sont hyper importantes. Alors, voilà, on est sur le compte Iron. Hop, donc là, on est sur MT4. On va faire un brief récap de ce qu'on avait travaillé la semaine dernière. Donc, bon, ça, je l'ai mis, mais on ne l'avait pas travaillé du coup. En tout cas, je ne vous avais pas menti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait nos petits niveaux et je vous avais dit quand même plutôt haussier. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurai raison à chaque fois, hein. Pensez bien qu'à chaque webinaire, statistiquement, j'aurai plus de fois raison, mais il y a des moments où je vais me planter. Donc, c'est pas en mode ah, Benjamin, il l'a dit, la semaine dernière, ça a marché, du coup, je all-in. Là, pour le coup, ça a marché, et peut-être que là, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne marchera pas. Mais il y a quand même plus de chances que ça fonctionne. Environ sur mes trades, j'ai 65% de trades gagnants. Donc, voilà, il faut le voir comme ça. Benjamin, il a raison 6 fois sur 10, 7 fois sur 10 quand il est très fort. Donc là, le marché, il est bien monté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait clôturé la semaine dernière assez bas. Et je vous avais dit, même si on attend de mauvaises news, d'un point de vue graphique, on était quand même sur des niveaux qui étaient bien achetables. Et vous voyez, on a bien rebondi. On a eu une petite résistance là sur ce niveau. Et là, ça a touché parfait sur le niveau qu'on avait tracé ensemble. Pour rappel, les niveaux rouges sont les niveaux importants et les niveaux orange sont les niveaux un petit peu moins importants dans lesquels on a moins confiance. Donc là, on a facile prise. Donc, même si on paye le niveau, parce que là, on ne sait pas forcément, si on paye le niveau, on prend déjà plus 1000 points, ce qui est énorme. Pareil sur le gold, j'étais plutôt haussier, parce que je vous avais dit, le gold, à chaque fois en ce moment que les indices montent, on paye du gold pour se couvrir.
La volatilité, on ne l'avait pas travaillé, mais on voit, si on regarde en weekly, elle a un petit peu baissé. Ça, c'est positif. Ça veut dire que cette hausse n'est pas accompagnée par du risque, parce que je vous rappelle que la volatilité, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est le risque. Je ne veux plus entendre de la volatilité, c'est quand les marchés bougent beaucoup. Ça, c'est ce que disent les journalistes ou ce que disent les gens qui n'y connaissent rien. Mais la volatilité en trading, c'est le risque, c'est l'appréciation du risque. OK? Donc là, on voit cette semaine l'appréciation du risque par les investisseurs. Je vous rappelle la définition exacte du VIX, moyenne des volatilités sur les options expirant dans 23 37 jours. Donc, cette volatilité, elle a baissé puisqu'on a commencé la semaine à 31 et on est donc à 29, soit 2 points de moins. Donc, cette hausse n'est pas accompagnée de risque. Ça arrive rarement, ça arrive qu'une hausse soit accompagnée d'une hausse, enfin des indices soit accompagnée d'une hausse de la volatilité. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut se dire, ah, là, peut-être commencer à vendre. Et pareil sur le pétrole, je vous avais dit plus tôt aussi. Donc, un des trucs à faire en CFD qui est différent de ce qu'on peut avoir sur les indices, enfin sur les autres produits, c'est qu'il faut regarder avant tout quels sont les produits avec lesquels on peut faire le plus de bénéfices, c'est-à-dire les produits avec lesquels il y a un spread qui est correct par rapport au mouvement du produit. Donc là, on voit que si on traite le Dow Jones, on a un spread entre 6 et 5. Si on regarde une journée, si on prend celle-là, on fait pratiquement 1000 points. Là, on fait 800 points. Prenons plutôt des petites journées. 960. Voilà, on fait en gros un bon petit 500 points. Je pense que le minimum, ça doit être dans les 300. Donc, payer 6 points de spread quand on fait 300 points, moi, ça ne me dérange pas. En revanche, je crois que c'est pas terrible, c'est sur le SP500. Alors, nouveau graphique. Spot index, il est où? Voilà. Là, on voit que le spread, on va dire, il est de 1 à peu près. Eh bien, moi, je trouve ça plus cher de payer un spread de 1, en sachant que là, il est 18 heures, donc en général, le spread est un petit peu plus élevé. Quand on est en pleine journée, c'est un peu moins élevé. Pareil sur le Dow Jones. Je trouve ça plus cher, puisque si on regarde aujourd'hui, sur le SP500, on va zoomer un peu plus, que sinon on va rien voir. On est au max. On ouvre à 3751. Au plus, on fait 3763. En gros, on fait 15 points. Et bien, payer 1 point d'un truc qui fait 15 points, c'est énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Je préfère payer 6 points, 5 points de Dow Jones et certainement un petit peu moins, peut-être 3, quand les marchés ouvrent sur le Dow Jones, qui peut faire minimum 300 points et au plus haut 1000 points, que de payer 1 sur ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ce produit, je l'élimine. Il est trop compliqué. Les chances ne sont pas de mon côté. Il n'est pas fait pour. Par contre, Dow Jones, c'est beaucoup mieux. Peut-être on va regarder ce qu'a donné le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, ouais, nous prennent en gros, on va dire, entre 2 et 3 points. Le Nasdaq, vous voyez, ses bougies sont plus petites. C'est pas top, hein. Là, il ouvre à 500. En gros, il fait 550. Prendre 2-3 points sur un truc qui fait 50 points en plus bas, enfin, là, il y a même des petites journées, ça va nous coûter très cher. Et même si, bien sûr, je suis payé par Aeronefix pour faire ce webinaire, moi, je suis avant tout là pour vous et pour que vous fassiez des gains et que vous puissiez faire le plus de volume possible de manière sereine. Et donc, en tout cas, là, c'est un webinaire sur scalping. Si on prend les 3 indices américains, bah, le mieux, ça reste le Dow Jones. C'est celui qui, mathématiquement,
nous offre les meilleures conditions. OK? Donc, nous, on n'est pas là pour donner à manger au broker, donc on va prendre le Dow Jones. Et si un jour, c'est le Dow Jones qui devient super cher et le SP500 qui devient moins cher, on change, on s'en fiche. C'est pas ça le problème. Le tout, c'est d'avoir mathématiquement les chances de son côté. Et en plus, moi, je trouve que le Dow Jones, il est plus sympa à traiter. Donc, si on regarde en daily, là, on tape bien sur cette résistance. On est plutôt au milieu des deux. Pas top pour trader. On va voir si on arrive à trouver de meilleurs niveaux en 15 minutes. On va pouvoir trader sur les bornes, mais il y a certainement des trucs, parce que j'ai tradé aujourd'hui le Dow. Ça a très bien marché d'ailleurs. Donc, il y a des trucs à faire. Là, il y a un petit niveau qu'on peut qualifier de niveau orange. J'espère que c'est celui-là. Parce que sinon, là, pour les retrouver, au pire, on pète tout, c'est pas grave. Ouais, c'est celui-là, super. Donc là, on a un petit niveau. Donc là, on est peut-être sur une zone d'achat. Ouais, ça fait quand même plusieurs fois que ça le tape. Bah, si ça revient, on passera un petit achat. D'ailleurs, je vais regarder combien il vaut le contrat là-dessus. OK. Donc là, c'est des contrats à 1 € le point. Donc avec un compte à 300 000, si je prends 10 contrats, j'en ai fait de levier 0. Moi, je recommande de ne pas dépasser un effet de levier 3. Au-dessus, c'est vraiment, c'est pas bon, quoi. J'y crois pas trop. On a fait notre petite trade test. Celui-là, il comptera pas. Dès qu'il sera à 0, on le fermera. S'il y a des questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Donc, on sait qu'on va travailler dans cette zone, on va travailler à l'achat. Ah la mince. Ah, il y a une petite coupure. Excusez-moi, il y a eu une micro-panne internet. Hop, nous revoilà. Dommage, en plus, juste quand je suis revenu, le truc était à 0. Bon, c'est pas grave. En 1 minute, qu'est-ce qu'on a? Je vous rappelle que je n'aime pas trop les trendlines parce que à chaque fois qu'on va les tracer, suivant comment on les trace, si on les trace depuis le début ou depuis la fin, on n'aura jamais la même tangente et je trouve ça pas terrible. Pour rappel aussi, parce que je l'ai vu dans les questions, un gap, qu'est-ce que c'est? C'est quand on ouvre plus haut que le plus haut de la veille. Ça, c'est ce qu'on appelle un gap haussier. Un gap baissier, c'est qu'on ouvre plus bas que le plus bas de la veille. On ne parle pas de gap quand on ouvre plus haut que la clôture, parce que sinon, il y a tout le temps des gaps puisqu'on n'ouvre jamais au même prix. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, nous, on va se setup 3 cartouches de Dilo. Et pareil, moi, je vous recommande, si vous avez un compte à 10 000, n'allez pas au-dessus des 3 lots, quoi. Ça fait beaucoup après. Ça fait déjà un effet de levier 10-3 lots. Je sais pas si on peut faire des 0,3. Je teste. Non, on peut pas.
Ok, on clôture ça. Ça comptera pas. Donc là, après, c'est pas le meilleur horaire pour t'aider, mais c'est le meilleur horaire pour que vous puissiez le regarder en live. Donc, on va faire de notre mieux, mais c'est sûr qu'il faut préférer les périodes où le marché est quand même plus actif et on a les volumes. On va les mettre d'ailleurs. Même s'il y a quand même pas trop mal de volume, hein. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu dans cette zone. Comme on est plutôt haussier, on peut se dire qu'on mettra nos cartouches à partir de 3090, ça me semble pas mal. 3090, 3060, c'est des zones qui sont pas trop mal. Alors, moi, je vais utiliser la profondeur de marché, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est un super outil dans lequel on peut mettre automatiquement notre TP, notre SL. Je vais mettre un exemple. Je suis pas assez éloigné. Ça fonctionne. C'est juste qu'il veut pas. On est obligé de mettre 30-30. C'est tout simplement parce que ça permet aux courtiers de se couvrir. Ce qui est pas un mal, hein. C'est juste qu'en échange, vous voyez, on n'est pas sur le contrat direct, mais en échange, on peut traiter des plus petites quantités. Et comme lui, il prend le vrai contrat qui est sur la bourse, il le découpe en petites parties, et ben pour pouvoir le faire, il est obligé de prendre un peu plus de latitude. Après, rien ne nous empêche de cut à la main. J'aime moins, mais là, on n'aura pas trop le choix. Alors, regardons quand même dans la stratégie, malgré ces petits soucis techniques. On a vendu là, ouais, on aurait largement TP. Parce que là, normalement, à 53, on coupe, quoi. Ah, mais ouais, 53 ici. Donc, en fait, quoique ça fait 49. Ah, ça aurait peut-être fait 50. Non, non, non. 49, non. Avec 6 points de spread, ça fait 55. Donc là, on attend qu'on ait 53 ici pour couper. Et voyez, quand je vous dis de faire les petites analyses, pourquoi le niveau, il s'arrête pas ici, il s'arrête là. Et vous voyez que ça marche net, hein. Genre, c'est pas scripté, hein. Vous pouvez regarder, c'est bien le marché en temps réel, hein. Bah, c'est avec ces petits trucs-là qu'on a un petit peu plus de meilleurs niveaux. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter 100% ici. Mais vous voyez, on a plus de chances. On augmente nos chances. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous voulez travailler? Parce qu'après, on fait ça jusqu'à 18h50 si vous voulez. Et après, on pourra essayer de faire un autre produit, sauf si vous voulez. Moi, je préfère rester sur Dow Jones, c'est là où je suis le plus fort. Donc. De même, moi, je me préparerais à faire une cartouche dans cette zone-là. Moi, je fonctionne toujours en 3 cartouches. 2 cartouches, une cartouche un peu agressive, une cartouche normale où on irait vendre ici. Après, une cartouche de sortie, c'est-à-dire que sur les 2 premières cartouches, on gagne de l'argent. Sur la 3e cartouche, soit on prend le stop loss et on a perdu, soit on va cut en break-even. D'ailleurs, je pourrais le mettre mon stop loss. Mon stop loss max, là, ce serait comme ça, au touch 210. Ah, faut que je réécrive tout. Voilà. Je vous dis, on met pas forcément le TP, on préférera cut à la main. D'ailleurs, on peut le faire. Voilà. Et là, on prend 110 balles. Alors après, si vous avez un compte beaucoup plus petit, bah voilà, vous avez pris 11 euros, c'est déjà très bien. Celui-là, on le comptera même pas. Et voyez, notre niveau, il a super bien marché. Et comment je le sais? Comme je vous l'ai dit, on a travaillé toute cette séance, on a vu qu'on avait plus de signaux haussiers. Du coup, bah, on travaille sur la borne haute de notre niveau. Parce que les niveaux, ils sont jamais parfaits, surtout sur des indices qui vaut 30 000. Il y a quelques années, c'était un peu plus parfait parce que les indices étaient beaucoup plus resserrés, c'était beaucoup plus petit. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et de même, il ne faut pas avoir peur d'abuser des niveaux. Là, il a bien marché. Si ça revient dans la zone 60, je revends instantanément. Je réfléchis même pas. Parce que souvent, les niveaux, ils traînent. Voilà, 64, je prends. On est à 80. J'aurais pu vendre. J'aurais pu remettre une deuxième cartouche. 82, on prend. Donc là, c'est dommage, ça ne fait pas la moyenne. Donc, je vais la calculer. 82 plus 64 divisé par 2, ça fait 73.
Donc, notre take profit, on le mettra à 63. Je ne sais pas s'il va l'accepter ici. Ah. Ah, c'est vraiment relou ça. Bon, il n'acceptera pas. C'est pas grave, on va se préparer à dégainer. On aura après une prochaine cartouche ici, et ça sera la dernière cartouche. Là, en gros, j'ai fait la moyenne. 64 plus 82, divisé par 2, ça me fait donc 73. Je prends 10 points de gain, donc ça me fait 63. Si je rajoute une autre cartouche vers 200 points, on mettra un stop loss un petit peu au-dessus. Et là, notre objectif, ce sera le 0. On peut déjà le calculer. Si je mets 200 plus 164 plus 182 divisé par 3, donc à 182, je prendrai mes profits. OK? Et donc là, on prend. Alors, on va dire c'est un petit peu l'avantage de ne pas mettre de take profit. C'est qu'on a eu de la chance que ça baisse plus. Mais vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, le trading, c'est que de la rigueur après. Et après, il ne faut pas avoir peur de stop loss. C'est-à-dire que si on avait fait nos 3 cartouches, ce serait même intéressant de montrer un stop loss, parce que là, c'est trop facile, je vous fais que gagner. Et quand on gagne, c'est pas très intéressant. Il faudra pas oublier de cut. Parce que sinon, tout ce qu'on aura gagné là, ça n'aura aucun sens. Mais là, c'est déjà pas mal pour une première séance. On fait déjà 0,1%. Soit ce que fait le livret A en quelques mois, quoi. J'ai pris un compte de 300 000, on peut le personnaliser, hein, le montant, parce que c'est ce que je trade. Donc j'ai l'habitude, en fait, d'avoir mes petits réflexes avec le nombre de lots que je mets, tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Si on n'a pas, tant mieux, hein. Là, le marché baisse. Et vous voyez, le marché baisse bien plus que ce que là, on a coupé, mais c'est pas grave. Nous, on prend, hein. D'ailleurs, on a cut à combien? Oh, on a cut à 1,50 à 63. Donc, en fait, on a cut, on a gagné un petit peu plus sur celui-là, mais sur celui-là, on a cut comme on aurait dû. Et bien sûr, c'est parce que c'est pas facile de le faire tout en parlant. J'aurais dû tout de suite mettre un stop loss à 230. Mais je vous recommande d'utiliser vraiment ça là. C'est vraiment top. Quitte au pire à mettre ce qu'ils veulent pas mettre les TP à 10, mais quitte au pire à mettre les SL à 60 par exemple. Au moins, il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Et puis, n'empêche, on va faire un test avec un lot. Voilà. De le décaler très vite parce que ce sera toujours plus facile de le décaler comme ça. Ah oui, il veut pas. En respectant la limite des 30 points que de faire double clic, remettre la. Ça, c'est trop compliqué, quoi. OK? Là, pareil, on va le cut à 0. De toute façon, là, j'ai fait au pif, hein. J'aurais pu acheter comme vendre. Là, c'est juste histoire de. Limite, on pourra le cut quand on sera à 7. Comme ça annulera celui-là à moins 7. Voilà, il nous reste 8 minutes encore, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis sinon, on va continuer à analyser ce petit marché. Là, qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Ce serait plutôt sur le niveau du stop loss que ça marche bien. Là, il y a peut-être un petit niveau d'achat, comme ici. Petit niveau d'achat qu'on peut séparer en une fois, deuxième fois, troisième fois. Et bien sûr, on a le stop loss juste en dessous. Ah bah, voilà, on prend un et c'est très bien. De même, si jamais vous faites un trade et c'était une erreur, ou j'ai pas fait exprès, ou j'ai mis trop de l'eau, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Supprimez-le instantanément. Vraiment. C'est pas grave, hein, regardez, on peut le faire. Voilà, j'ai perdu 50 balles. En fait, statistiquement, on perdra toujours beaucoup plus à vouloir attendre et qu'il revienne à 0. Parce que si à chaque fois qu'on fait une erreur, ça se passe toujours mal. Donc il faut pas avoir peur, on clôture tout de suite. Et c'est pas forcément très très gênant. OK? En tout cas, chez les pros, on fait comme ça.
Bien que je le conçois, c'est pas agréable, hein. Donc si on revient dans cette zone là, ça a l'air de tenir. On va essayer de taper 30. 30, si on revient, on paiera. J'en profite pour regarder comme on l'avait travaillé la dernière fois. S'il n'y a pas de choses au calendrier économique, normalement à cette heure-là, non. Ah, il y a quand même un petit discours de la Fed à 23h. Il semblait qu'il y avait quelque chose, mais je ne me souvenais plus, c'était 21h. On a eu quoi? Inscription hebdomadaire au chômage. C'était moins bon que prévu. Vente au détail un peu mieux que prévu. Et par contre, l'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez regardé cette semaine les news, l'Angleterre, ils s'en sortent vachement bien. C'est très, très impressionnant. Contrairement aux autres pays d'Europe, c'est très impressionnant ce qu'ils font. Ah, peut-être que cette bougie va nous offrir quelque chose. Moi, je suis plutôt pour, hein. Je prends. Hop, allez, on prend 35, on paye. Il y a bien sûr le spread, mais on s'en fout, nous regarde par rapport au graphique. Alors, on a payé 35, bah on part à 45 du coup. Et on peut déjà mettre notre stop loss. Si on prend les 3 cartouches, on va pas avoir on va pas avoir le best stop. Parce qu'à un moment, il faut aussi avoir des stop loss un peu mathématiques, quoi. Bien sûr que le stop loss il est plus bas vers ici, mais ça va nous coûter trop cher. Je pense que je mettrai un stop là vers 80. C'est déjà 50 points, hein, c'est beaucoup d'argent. 30 080. Ce sera notre ESL. Et pareil, là, on vise 45, c'est bien. Ça nous laisse de la marge, en fait. Parce qu'au plus haut, là, on fait 52, j'ai l'impression. 51. Ça nous laisse vachement de marge. Moi, je suis assez confiant sur ce trade. Puis au pire, on aura une deuxième cartouche un peu plus bas ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette manière de trader? Voilà, donc là, on arrive vers le bas. On se rajoute une petite cartouche. Pareil. J'espère que ça va marcher. Oui. On met tout de suite notre stop loss. Et là, je prends un petit peu le rythme en parlant avec vous. Et du coup, notre take profit, eh ben, je vais aller le calculer à la main, vu qu'il ne veut pas le faire à ma place. 35 plus 15 divisé par 2, 25, donc 35. Et on aura notre troisième cartouche à peu près vers là. Je suis même pas sûr. On n'est pas obligé de jouer les 3 cartouches, hein. Là, vous voyez, j'aime pas trop. Peut-être qu'on prendra simplement le stop loss en 2 cartouches, c'est pas grave. Bah, dis-moi alors, Eva, comment je peux rendre ça plus clair. Après, c'est en multipliant les séances, hein, on ne devient pas professionnel comme ça en une heure. Il faut vraiment multiplier les positions. Et l'expérience, enfin, il faut en avoir vu dans les marchés. Là, ça rebondit bien sur notre niveau de deuxième achat. Faut oublier qu'il y a le spread, hein. Quand on paye à chaque fois un petit peu plus cher. Faut pas regarder d'un point de vue graphique pour les achats. Je regarde s'il y a des petites news intéressantes, des petits trucs qui pop. Rien de très folichon. De toute façon, à cette heure-là, on n'aura jamais des choses extraordinaires, quoi. De toute façon, on va arrêter dans 2 minutes. Ouais, ouais, c'est fait pour, hein. Regardez les replays, regardez le replay de la semaine dernière. Et puis, ce sera sur plusieurs séances que vous pourrez progresser, hein. Moi, en gros, quand je prends des gens en formation dans des hedges ou dans des banques,
ça prend un bon 6 mois, hein, et on les met 3 mois en démo et 3 mois après en réel. C'est minimum 3 mois en démo avant de pouvoir commencer à faire un petit peu de réel. On commence avec des montants assez faibles. Et ça, il faut pas avoir honte. Parce que c'est pas grave. On n'est pas là, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le meilleur analyste du monde, il a raison entre 6 et 7 fois sur 10. Vous pourrez aller le voir dans le replay. Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de le battre. Enfin, on peut toujours essayer, mais il faut être humble par rapport à ça, quoi. On peut essayer de pousser un petit peu, de clôturer le webinaire dans 2-3 minutes, en espérant que ce trade soit TP, soit SL. Et de toute façon, vous aurez les replays sur YouTube de IronFX. On va essayer de pousser jusqu'à 19h03, histoire d'avoir la réponse sur ce trade, qu'elle soit positive ou négative. Mais c'est vrai que les marchés sont quand même plutôt lents à cette heure-là. C'est pas le meilleur moment. Surtout quand il faut bien rentrer en position, bien choisir, soit acheter, soit vendre. Ouais, ça c'est. Moi, oui, il faut prendre l'habitude, mais. Allez, s'il nous met en TP, bah, ce sera génial. Si on voit 35 ici, on se sauve. Allez, 34. Ce que font les traders, ils aiment bien, ils tapent en dessous de l'écran, là, pour faire monter la bougie, et quand ils veulent la faire baisser, ils tapent au-dessus de l'écran. Alors, ne faites pas ça très violemment, mais petites anecdotes de salle de marché. Allez, ce serait cool qu'il nous offre. Il a fait 34, quoi. À un point près. Un point près, ça sautait. Mais un point, c'est un point. Donc, tant que c'est pas fait, il faut toujours rester humble par rapport à ça. Mais je suis plutôt confiant. Donc, du coup, on en profite pour faire le petit bilan sur nos positions. Bah, celle-là que je vous ai montré en test, ces deux-là qui sont montrés en test. Sinon, ça fait quand même 3 trades gagnants. Donc ça, c'est top. Avec 2 stratégies, puisqu'il y en avait un trade qui avait 2 positions. Il y a aussi une notion de temps, hein, dans les trades quand on fait du scalping. Moi, quand ça dure plus de 7 minutes, en général, après, je passe en mode stratégie de sortie, je sortirai peut-être vers 0. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans 2 minutes, bah, ça tombe bien, ça fera la fin du webinaire, parce que je vais arrêter à 19h03. Ça fera 1 heure pleine, vu qu'on a attendu les derniers retardataires. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain. Ah, on a eu un petit gap de bougie. Peut-être que ça va nous SL, comme ça, au moins, ça clôturera. Et ça montrera qu'il ne faut pas avoir peur de les prendre. Sinon, vous pouvez continuer à regarder chez vous pour voir la stratégie. Moi, de toute façon, là, je la changerai pas, hein. Si soit ça tape 35 et on TP, soit ça tape 80 et on a perdu. Parce que je me vois pas. En fait, je me vois pas rajouter une autre cartouche ici. Ça nous ferait le SL là. C'est pas terrible. Je préfère. Je vais préférer après prendre ce SL là et travailler sur cette zone là. Avec 1, 2, 3, ça me semble mieux. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de prendre le SL pour après retravailler dans une zone qui est plus propice. C'est pour ça que j'ai pas du tout peur de le prendre. Ok, bah on va s'arrêter là. Je vous laisse regarder. De toute façon, je vais garder le même compte là pour les webinaires. Donc on aura la réponse de ce qui s'est passé. Sachant que là, on est passé en 7 minutes. Donc si je reviens proche de 0, je cut, hein. Bien sûr, sauf si on SL avant. Ok. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, on fera que ça, que du trading, majoritairement sur indice. C'est-à-dire qu'on fait une demi-heure minimum sur les indices. Et après, on peut travailler un autre produit que vous souhaitez. Vous n'hésitez pas à me dire.
dans les commentaires ce que vous souhaitez. Donc, ce sera jeudi prochain à 18h30 avec IronFX. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de trading et un bon week-end. Moi, je reste haussier pour tous les marchés qu'on voit ici. Le gold, le do, le pétrole, je reste haussier pour cette semaine. Donc, on verra au prochain webinaire si ma petite analyse weekly était bonne ou non. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux.